Si on a pu, sous la Constitution de 2002, changer ce qui était interdit, ce qui veut dire que dans la Constitution de Sassou, du 25 octobre ou 6 novembre 2015, on peut également changer. Ce qui veut dire que ce n'est plus un barrage. Je ne sais pas si vous comprenez cette logique. Si on a pu, je vais dire, disons, déverrouiller ce qui était verrouillé sous la Constitution de 2002, mais ce qui veut dire que ce qui est retenu sous la Constitution de 2015 peut également changer. Autrement dit, ce n'est plus du droit. Et je ne cesse de répéter, M. Sassou Nguesso est allergique au droit. M. Sassou Nguesso est allergique à la Constitution. On l'appelait déjà empereur, je me rappelle, encore c'est Alassane Ouattara qui l'appelait déjà empereur. Et là, on est en train finalement de confirmer que le Congo est devenu un empire. C'est de confirmer. Je viens de dire que la Constitution, sa Constitution, retient le caractère laïque de l'État. Eh bien, M. Makosso, juriste, vient de demander, disons, aux malfaiteurs disons, qui sont avec eux qu'il faut maintenant, disons, prier. Mais dans un État laïque, disons, le pouvoir ne se fonde pas sur Dieu, mon cher Christian. Donc, ce qui est interdit, c'était quoi? On ne peut pas, disons, dévoyer la limitation des mandats. Ça a été déverrouillé. Il y avait le côté laïque pour dire qu'on ne peut pas remettre, disons, le profil laïque, le caractère laïque de l'État. Monsieur Makosso vient de démontrer que le côté laïque aussi ne compte pas. C'était également dit que la forme républicaine. Monsieur Makosso nous dit que non, Sassou Nguesso, disons que le Congo n'est plus une république. Donc voilà quand je vous dis que non, sous ce régime, sous Sassou Nguesso, la Constitution n'a aucun intérêt, n'a aucun sens. Monsieur Makosso le confirme. Bonjour, professeur Félix Bakunda-Mpele. Bonjour Christian Perrin, vous allez bien? Merci, vous êtes enseignant-chercheur, juriste politologue, consultant, constitutionnaliste. En tout cas, merci de votre disponibilité pour cette interview qui portera sur l'interprétation juridique et politique des résultats du tout dernier recensement général de la population et de l'habitat au Congo-Brazzaville. Nous reviendrons ensuite sur le discours d'Anatole Koliné-Makosso à l'occasion de la présentation des vœux de Nouvel An à Denis Sassou Nguesso. Anatole Koliné-Makosso, comme vous le savez, qui a trouvé en Sassou Nguesso l'homme providentiel à qui il souhaite d'ailleurs l'éternité au pouvoir, malgré ces 40 ans d'échecs. Nous aborderons également la consécration de l'année 2024, année de la jeunesse par Denis Sassou Nguesso. Quel crédit accorder à cette déclaration? Voilà pour ce qui va caractériser l'essentiel de cette interview. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Telar TV R7. Professeur Félix Bakunda-Mpele, après l'autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000, santé pour tous, une école à champ, sans oublier les Safou Nakwanga, surtout Kwanga. Vous vous rappelez de sa campagne électorale, de la présidentielle 2021. Il feignait d'ailleurs de s'étonner que les Congolais importaient désormais même les Safou. Au lieu de lancer un plan conséquent d'agriculture au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso se plaît désormais finalement à vendre les terres arables du Congo-Brazzaville aux étrangers, notamment au Rwanda. Voilà qui dénote, vous l'avez probablement aussi constaté, un échec cuisant de tous les programmes énoncés en amont. Et maintenant, il déclare l'année 2024 année de la jeunesse. Quel crédit accorder à cette déclaration? Merci pour cette question, Monsieur Christian Perrin. Ce que vous venez de rappeler, c'est déjà tout un programme sur le profil, disons, de M. Sassou Nguesso. Mais je me permets d'ajouter une chose qui est très importante et dont les gens ne se rappellent même pas. Autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000, santé pour tous d'ici à l'an 2000, c'était en 79, je n'ai jamais oublié puisque c'est l'année de mon bac. Mais il y avait autre chose qu'il avait ajouté, mon cher Christian. Sassou Nguesso dit, au cours de ce même discours, qui est celui du troisième congrès extraordinaire du parti, du PCT donc, le parti unique à ce moment-là, si quelqu'un détourne l'argent de l'État, personne ne le protégera. Il répétera cette phrase 3 fois. Dit de Sassou Nguesso. C'est Sassou Nguesso qui le dit au cours du discours de clôture de ce troisième congrès extraordinaire du PCT, après son arrivée au pouvoir. C'est-à-dire la deuxième fois, parce qu'il faut le rappeler, ne nous perdons pas.
Sassou Nguesso a été au pouvoir une première fois du 18 mars jusqu'au 2 avril, c'est-à-dire 2 semaines. Voilà. Et ensuite, il reviendra, c'est-à-dire que le PCT, disons, ne le consacrera pas puisque c'est Yombi qui sera installé. Il y a tout un débat sur cette substitution. Et ensuite, il reviendra en 79, c'est-à-dire après avoir renversé Yombi. Et on clôturera effectivement, disons, ce congrès extraordinaire par ce discours-là, où il dit, à la suite, disons, de santé pour tous d'ici à l'an 2000, autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000, et cette phrase, si quelqu'un détourne les deniers publics, personne ne le protégera. Et il répétera cela 3 fois. Et c'est la première fois de ma vie que je voyais que l'on pouvait faire ce qu'on appelle, justement, ce qu'on appelait sous le mono, les acclamations prolongées. Mon cher Christian. De plus en plus, son nom est cité dans les scandales financiers, les scandales de corruption au niveau international. Curieux. La dernière fois, je vous ai expliqué, cher Christian, qu'il a installé une Camorra, pays, une Camorra en pleine Afrique centrale. Aujourd'hui, le Congo est sous l'angle de la gestion financière la risée de tous les pays du monde. La Haute Autorité de lutte contre la corruption a reçu 53 plaintes, toutes diligentées contre des responsables administratifs et 97 dénonciations recueillies à travers son numéro vert, le 1023, mis en service depuis le mois d'août 2022. Le constat qui se dégage d'ailleurs au niveau des populations est que la corruption a gangréné toutes les sphères de la vie nationale et les prestations des services publics en faveur des citoyens sont réalisées sur le dos de la corruption, faisant de ces populations des victimes de ce fléau. Et personne n'est sanctionné, il faut le rappeler. Donc, s'il y a un fait sur lequel M. Sassou Nguesso nous a habitués, c'est celui vraiment de l'insulte, de la raison, l'insulte de l'intelligence. Il y a de quoi se demander si c'est lui qui perd la mémoire ou c'est nous qui perdons la mémoire. Ce n'est pas une question de détail, ce n'est pas une question légère. Je ne dis pas au hasard. Donc, ça montre tout le crédit qu'il faudrait accorder à ces, disons, à ces discours. Moi, j'ai été surpris très sincèrement quand j'ai vu nombreux Congolais en train de bavarder de cette affaire, disons, année de la jeunesse, qui vient de dire cela. Moi, je vous le dis franchement, je ne tourne pas autour du pot. Sous le couvert des messages à la nation et des promesses de la nation, Sassou Nguesso vient régulièrement jeter de mauvais sorts aux Congolais et à la nation congolaise. Pardon, vous avez dit? Ah oui, ça faut le dire. Sassou Nguesso vient régulièrement jeter de mauvais sorts aux Congolais sous le prétexte des messages de la nation et des promesses de la nation. C'est ce que ça signifie. Parlons de la jeunesse, disons mon cher Christian. Les gens ont oublié que l'une des raisons pour lesquelles il a changé la Constitution de 2002, je rappelle, c'était qu'il fallait inscrire la jeunesse dans la Constitution. Oui. Ça fait partie de ce que moi j'avais appelé, disons, des cavaliers constitutionnels auprès, disons, d'un de vos confrères, M. Makosso. Je dis, mais enfin, la Constitution de Sassou, qu'il justifie la nouvelle, c'est-à-dire donc la 9e, qu'il justifie par le fait qu'il faut intégrer donc effectivement, disons, les chefs d'État, les femmes, la jeunesse. Je parlais des cavaliers constitutionnels. Parce que ce n'est pas nécessaire d'inscrire effectivement les problèmes de la jeunesse, les problèmes des femmes, effectivement, au niveau de la Constitution. Eh bien, voilà que 2015, la modification intervient pour cette raison et il revient là en 2024 pour dire, disons, que l'année 2024 sera l'année de la jeunesse. Donc, mon cher Christian, je persiste, je signe sous le couvert des messages de la nation, des promesses de la nation. Sassou Nguesso, sans désemparés, depuis 40 ans, vient jeter des malédictions et des mauvais sorts auprès de ses compatriotes. C'est sans équivoque. Ah oui, il faut le noter. C'est pas une blague. Oui, professeur Bakunda Pele, vous êtes en train de nous dire, finalement, c'est encore
là, les slogans, et bon, voilà, c'est de l'utopie. Ça ne sert à rien de tergiverser autour. Puisque la situation va de mal en pis. Ce n'est plus l'utopie, c'est de mal en pis. Le Congo est 1000 fois plus riche que dans les années 60 et les Congolais sont 1000 fois plus pauvres. Il faut rappeler, mon cher Christian, que dans les années 60-70, quand un étudiant avait son bac, il avait automatiquement la bourse. Il faut rappeler que dans les années 70, tous les collèges, tous les lycées avaient des internats. Qu'est-ce qui peut expliquer maintenant que, rappelons que nous sommes au 3e boom pétrolier, mon cher Christian, 3e boom, après celui de son arrivée, disons, à son arrivée au pouvoir, donc, disons, au début des années 80, c'est-à-dire une fois qu'il est arrivé au pouvoir, mais c'était un arrangement entre lui et Elf. Et après, disons, le 2e boom, donc, disons, au début des années 2000, il y a eu le 3e, là, avec la guerre de l'Ukraine. 3 booms pétroliers. Et c'est quand on a des booms pétroliers que la situation devient de plus en plus compliquée pour les Congolais. Il faut bien l'expliquer. Donc, moi, quand je dis c'est loin de l'utopie, non. C'est la malédiction. Le discours de Sassou Nguesso, c'est la malédiction. On ne peut pas l'appeler autrement. Objectivement, je ne suis pas un croyant, je vous le dis tout de suite. Mais, vu effectivement, disons, la frénésie de ces discours et les résultats contraires, je ne vois pas comment on peut l'appeler autrement que par des malédictions qui viennent jeter au pied de nos pauvres compatriotes. Voilà. Et pendant que vous parlez des booms pétroliers, il faut rappeler que finalement, à un moment donné, le Congo a eu tellement d'argent que lui-même d'ailleurs a déclaré qu'il fallait créer un fonds de garantie pour les générations futures. 14 000 milliards ont disparu depuis lors et personne n'a été interpellé. Je pense que c'est par là qu'il devait commencer, non? Retrouver d'abord ces 14 000 milliards, parce que c'était destiné évidemment à la jeunesse. Mais c'est ça justement que je dis. Puisque à l'occasion donc de la présidentielle de 2016, il est interviewé par, disons, Africa 24. Et disons, le patron, disons, de cette chaîne lui pose bien la question, il dit, mais oui, mais c'est fait pour ça. C'est fait, disons, pour les générations futures. Où va l'argent des générations futures? Si des générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Les générations futures, c'est la jeunesse, c'est-à-dire c'est les plus jeunes qui, effectivement, vont remplacer, disons, les générations aînées. Eh bien, mais c'est maintenant qu'il faut les préparer. C'est maintenant qu'il faut justement satisfaire, disons, l'école et tout ce qui concerne effectivement les plus jeunes. Donc, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de cet individu. Mon cher Christian, on en viendra effectivement quand il faudra analyser, disons, le message chrétien de M. Makosso. Donc, avant d'en arriver là, je vais revenir sur un petit détail, puisque tout à l'heure, nous avons parlé de l'agriculture aussi, et de la vente des terres congolaises aux étrangers, notamment au Rwanda, plus de 150 000 hectares. On en avait déjà parlé ici, mais aujourd'hui, je voulais comprendre avec vous, finalement, dans cette affaire, on a l'impression que Denis Sassou Nguesso, puisqu'il faut dire les choses comme elles se présentent, c'est Denis Sassou Nguesso et son fils qui sont derrière ce dossier. Et ils continuent à entretenir le flou autour. Est-ce qu'on peut parler finalement d'un secret défense? Et si c'est secret défense, à quoi cela servirait lorsqu'on sait que cela peut mettre en péril toute une nation? Vous savez, la dernière fois ou la première fois quand on en a parlé, mon cher Christian, j'avais dit que c'était pour le blanchiment de l'argent, mais également c'était pour la protection de son pouvoir. Et entre autres arguments que j'avais avancés pour expliquer que pour moi, ça ne souffrait pas d'équivoque, j'avais dit, mais enfin, on ne peut pas comprendre que le Congo est dans une situation économique grave, que le Congo est très mal géré, que le Rwanda, si par hasard, comme le prétendait le pouvoir de Brazzaville, avait investi 100 milliards de francs CFA, que M. Kagame ou disons le pouvoir rwandais ne prenne pas des précautions et notamment ne prévoit pas un article sur le contentieux de façon spécifique. Mais, Christian, je le savais, mais à cette occasion, j'avais oublié de le rappeler. L'affaire qu'on a avec les Libanais, l'affaire de la commission Syntex, comment peut-on expliquer que et le montant était de très loin à l'origine? Le montant qu'avait investi cet entrepreneur, disons libanais, est au départ
100 fois moins que le montant qu'investit le Rwanda. Mais lui avait prévu un article sur le contentieux pour dire qu'en cas de contentieux, ce sera le tribunal de Paris qui sera compétent. Et qu'est-ce qui peut expliquer qu'un ordinaire entrepreneur qui investit moins d'argent a la précaution de prévoir qu'en cas de contentieux, c'est le tribunal de Paris qui sera compétent et que le pouvoir rwandais, si d'aventure il avait investi 100 milliards de francs CFA, qui ne prévoit pas justement cet article sur le contentieux. Vous voyez, quand j'expliquais parce qu'il y avait des gens qui avaient du mal à comprendre, je dis, mais pour moi, ça ne souffre pas d'équivoque, c'est du blanchiment d'argent. Voilà. Parce que effectivement, ils en ont beaucoup, ils en ont mis. Parce que c'est un peu ça le drame aussi. Partout ils passent aujourd'hui dans la nouvelle société, dans la société financière actuelle, mais c'était plus ou moins déjà le cas bien avant. L'argent ne passe jamais inaperçu. Donc, ils essaient de l'investir par tous les moyens pour le blanchir. Donc, je répète, la première raison, ou disons de cette prétendue société congolaise, dont effectivement le principal gestionnaire est le pouvoir rwandais, en fait, le parti de M. Kagame, pour moi, c'est la poudre aux yeux. La véritable raison, c'est uniquement pour le blanchiment d'argent, mais ça, c'est l'une des facettes. L'autre facette est également pour la protection du pouvoir, parce que je pense que vous êtes au courant comme moi qu'une partie, disons, de la protection rapprochée de Sassou Nguesso est aujourd'hui constituée des militaires rwandais. Voilà. Et je vous avais déjà dit également que ce n'est pas par hasard qu'il a institué, disons, des palais présidentiels dans tous nos départements. Des palais présidentiels. Pourquoi vous pouvez nous le rappeler? C'est pour rapprocher les armées, disons, de nos collectivités, de nos populations locales. Rappelons, Christian, pour que les gens ne se perdent pas non plus, que Sassou Nguesso est l'homme politique, le premier dans notre histoire politique, qui a déconcentré, je dis bien déconcentré la violence politique. La violence politique, juste là, n'avait été qu'un phénomène brassavillois, c'est-à-dire la capitale, principalement. Et c'est avec lui que les violences politiques sont allées dans les collectivités locales, mais avant lui, il n'y en a jamais eu. La seule exception dans notre passé politique, c'est l'affaire, disons, de Pieronga, mais c'était encore lui qui voulait traquer effectivement M. Pieronga. Mais oui, le maquis d'Ikongono. Voilà. Mais moi, je voulais une précision tout de même sur la question que je vous ai posée tout à l'heure. Est-ce que cela peut constituer un secret défense? Bon, dire secret défense pour justifier pourquoi, disons, les Congolais n'auraient pas le droit, disons, d'accéder à l'information totale. C'est ce que vous voulez dire, j'imagine. Tout à fait, puisque la Constitution voudrait que finalement, ce genre de transactions, que la population se prononce par voie de référendum. Mais là, ça n'a pas été le cas. L'Assemblée n'a jamais pris connaissance de ces accords. Le Sénat pas non plus. Je ne sais pas si les membres du gouvernement savent ce qu'il y a dans ce texte. On a l'impression que tout est opaque autour. Il faut rappeler que secret défense, ça ne veut pas dire l'opacité absolue. Il faut le dire, il faut le rappeler. Dans la mise en œuvre, oui, mais la loi existe, la loi doit exister effectivement, parce que c'est pas, je vais dire, disons, une zone noire pour les parlementaires. Les parlementaires ont le droit de savoir. Donc, il ne peut pas justifier du secret défense pour dire que non, enfin, rappelons quand même que M. Sassou Nguesso est arrivé dans des conditions, disons, que nous connaissons tous. Voilà. Donc, qu'il mette effectivement, disons, l'implication du Rwanda, disons, au Congo sous le couvert, disons, du secret défense, ça tient pas debout. Ça, c'est moi qui vous le dis. Je vois ce qui se passe en France, je vois ce qui se passe aux États-Unis. Le secret défense, c'est pas, disons, l'interdiction de la transparence. Hein. Il y a une catégorie d'individus qui sont informés sur, voilà, maintenant sur la mise en œuvre, c'est-à-dire sur l'aménagement. Il peut y avoir effectivement un secret défense, mais ça ne veut pas dire que, disons, un gouvernement en place doit contracter avec des pays étrangers sans pour autant que les parlementaires ne soient informés. Voilà. Non. Le secret défense ne peut pas exister à ce niveau-là. Ça, c'est moi qui vous le dis. Merci, professeur. Venons-en au dernier recensement général de la population et de l'habitat au Congo-Brazzaville, recensement 2023. La population congolaise a doublé, vous le savez, passant donc de 3 700 000 en 2007
à 6 142 180 habitants en 2023, soit une croissance annuelle moyenne de 3,2%, a indiqué plutôt les résultats dévoilés le 29 décembre dernier à Brazzaville. Quels commentaires vous inspirent ces résultats dans un premier temps, bien sûr, bien que des résultats préliminaires, puisque c'est ce qu'ils ont dit? Cher Christian, j'ai moi été surpris par ce que je peux appeler les oublis, disons, de notre société. Pour moi, ce phénomène, ces résultats qu'on nous a donnés sont consubstantiels à la vie politique congolaise et principalement à l'arrivée de M. Sassou Nguesso au pouvoir. Ça s'explique par des raisons lointaines et relativement proches. Donc, après ce que je peux appeler donc les résultats électoraux, disons truqués, les résultats électoraux fabriqués et donc anachroniques, après les chiffres de la dette trafiquée, honteusement, qui ont fait du Congo la risque de la communauté internationale, après des décisions de la plus haute juridiction du pays, grossièrement anticonstitutionnelles, anachroniques et imbéciles, voilà qu'arrive l'étape des statistiques démographiques fabriquées, anachroniques et contre nature. C'est une logique. Autrement dit, la fabrication, l'anachronie, le phénomène contre nature fait partie du système politique de M. Sassou Nguesso. C'est pour cela que moi, ça m'a personnellement pas étonné. Et pour moi, c'était en quelque sorte attendu. Mais puisque je vous ai expliqué que cela s'explique par des raisons relativement lointaines et relativement proches, vous me permettez donc de faire très rapidement. Je vous en prie, oui. Une petite pédagogie à l'endroit de nos compatriotes. Notre regretté éminent écrivain, il n'est plus avec nous donc, Sonny Laboutansi a écrit cette pièce très très intéressante. Antoine m'a vendu son instant. Que les gens peuvent retrouver ça au milieu des années 80, je pense 86. Antoine m'a vendu son destin. Un peu en parallèle à cela, il y a une catégorie d'individus de notre classe politique qui ont vendu leurs démons aux Congolais, en leur faisant croire que le Congo, c'était le seul pays au monde où l'Est, l'Ouest n'existe pas, il n'existe que le Nord et le Sud. Et puisque ce qui caractérisait le Nord et le Sud, c'était le fait que le Nord est sous-peuplé, très largement sous-peuplé, et le Sud surpeuplé, de façon relative, puis c'est par rapport au Congo. Une catégorie d'individus a longtemps entretenu l'idée selon laquelle nous ne pouvons pas être d'accord avec la démocratie parce que si on organise la démocratie, ça veut dire que le pouvoir restera éternellement au Sud. Et des Congolais qui ne dédaignent pas la caricature aiment bien dire, ce qui n'est pas faux, même si effectivement on peut en discuter, que dans ce pays, il y a eu 3 dirigeants originaires du Sud, aucun n'est arrivé par coup d'État, et il y a eu 3 dirigeants du Nord, les 3 sont arrivés par coup d'État. Raison, justification, plus ou moins simpliste, mais qui n'est pas fausse, je rappelle. Cette catégorie d'individus qui a vendu ces démons aux Congolais a fait croire que les Congolais sont les plus grands tribalistes du monde qui ne peuvent voter qu'à l'instinct, même contre les intérêts, et que, puisque c'est cela, eh bien, il faudrait que, effectivement, la démocratie ne soit pas retenue dans ce pays. Oui, mais la question qui va s'imposer à ce niveau, professeur, pardon, excusez-moi de vous couper là, c'est de savoir si la démocratie ou l'élection démocratique tient sur l'attribut, le clan ou les idées qu'on veut défendre, la vision que l'on défend. Cher Christian, quand je dis que c'est des démons, c'est parce que c'est faux. Pour la bonne et simple raison que cette théorie est entretenue par ces gens irrationnels, par ces gens cyniques, par ces machiavéliques, alors que nous vivons la première élection disputée qu'en 92. Je pense que l'explication ne soit pas équivoque. Comment peut-on construire une théorie aussi imbécile?
une théorie aussi cynique, aussi stratégique, alors qu'il n'y avait jamais eu d'élection. Je rappelle, puisque surtout à l'endroit de nos plus jeunes, que le premier président, Fulbert Youlou, qui était donc, disons, le premier ministre pendant la période qu'on appelait donc la période de l'autonomie, est président dès 59, c'est-à-dire avant l'élection. C'est ce qu'on appelait à ce moment-là, disons, les lois constitutionnelles du 17 août au 4 décembre qui vont retenir l'institution présidentielle. Ce qui veut dire que le président Youlou devient président avant l'élection. L'élection aura lieu le 28 mars 1961 et il était candidat unique. Même si il était candidat unique. C'est ce qu'on appelle généralement en droit constitutionnel une élection validation. Donc, sur quelle base ces individus ont retenu que les Congolais étaient des tribalistes? Sur quelle base? Puisque la première élection qu'on aura, la première élection disputée, je dis bien disputée, puisque celle de 61 n'était pas disputée. Le résultat est bel et bien là, puisque Youlou sera élu avec, disons, un score de 97,53%, parce que c'était le candidat unique. Donc, on ne peut pas dire que c'est un vote tribal, puisqu'il n'y a qu'un seul candidat. Et quand arrive la première élection disputée, c'est-à-dire démocratique de notre pays, mon cher Christian, celui qui est élu, M. Pascal Lissouba, n'est pas issu d'une grande ethnie. Il appartient aux ethnies parmi les plus minoritaires, pour ne pas dire la plus minoritaire du pays. Donc, ça montre, disons, le côté irrationnel de cette théorie. Mais moi, je dis ceci, chère Christian, même si c'était le cas, mais on ne peut construire une vérité que sur la base de plusieurs exercices, qu'il y en ait 2 ou 3. Parce que moi, je ne suis pas sûr que les Congolais, les Africains soient imbéciles pour dire que même si quelqu'un est incompétent, même si quelqu'un, disons, n'a rien à voir avec un homme d'État, faut-il aller voter pour une tribu. Sans compter, cher Christian, que aucune tribu ne peut gouverner un pays. Aucune. Puisque dans l'exercice du pouvoir, en fait, l'essentiel, pour ceux qui connaissent bien, disons, je vais dire l'organisation d'État, tout se passe essentiellement au niveau du gouvernement. Oui. Donc, si vous n'avez pas la majorité, vous ne pouvez pas gouverner. Or, la majorité, aucune tribu, aucune région ne peut l'avoir. Même pas un groupe de régions. Il faut aller au-delà. Voilà ce que j'appelle l'imbécilité, disons, d'une catégorie d'hommes politiques. Voilà ce que j'appelle, moi, le machiavélisme, disons. Et ça a duré ainsi pendant longtemps. C'est-à-dire, je rappelle aux gens qui suivent bien les discours politiques congolais que quand Sassou Nguesso, qui venait donc de faire ce que certains appellent de manière maladroite sa traversée des airs, quand il revient au Congo en janvier, enfin disons en janvier, je pense bien, janvier ou février, disons, oui, janvier 1997, il est interviewé par Jeune Afrique. Qu'est-ce qu'il dit au cours de cette interview? J'espère que les Congolais seront moins tribalistes. Voilà ce qu'il dit quand interviewé par Jeune Afrique. Donc, il vend ses démons aux Congolais en disant que les Congolais sont des tribalistes et que c'est pour ça que, effectivement, lui ne peut venir au pouvoir que par coup d'État. Non, c'est une imbécilité. C'est une imbécilité parce que on ne peut pas, disons, commencer par, je vais dire, disons, vendre aux gens, disons, un argument qui n'a pas encore, disons, été vécu sur le terrain. Mais aujourd'hui, je pense... Et donc, professeur, vous êtes en train de nous dire que politiquement parlant, c'est bien la stratégie qui est mise en marche. Parce que je vais rappeler quelques chiffres ici. En 1974, donc là on parle du premier recensement au Congo-Brazzaville, tous les départements de la partie septentrionale comptaient au total 279 378 habitants, notamment les plateaux, Cuvette, Cuvette-Ouest, Sanga et Lalikwala. Pendant ce temps, les 5 autres départements de la partie sud du Congo, notamment le Kwilu-Niari, l'Alikumu, Bwenza et le Poul-Kanté, 597 590 habitants, donc pardon, le double. Hein. Et en 2007, nous sommes au 4e recensement général, bien entendu. Ici, on se rend bien compte que la partie méridionale compte 965 587 habitants contre 643 417 habitants. Là, c'est la partie septentrionale. Et curieusement,
Au 5e recensement, et c'est là que ça attire l'attention de tout le monde, les statistiques basculent exponentiellement en faveur de la partie septentrionale où la population est passée curieusement à 1 284 669, pendant que la partie sud, méridionale, a stagné à 1 291 666 habitants. C'est-à-dire il y a désormais, on parlerait d'équilibre de ces deux parties du Congo. Et je disais politiquement, quelle interprétation, quel est le sens qu'on peut donner à ces résultats et pour quel but concrètement? Est-ce que c'est toujours pour régler le problème, comme vous étiez en train de le dire, où les gens, ben voilà, vous avez même dit bêtement, pensaient qu'il fallait, voilà, avoir... J'ai parlé des raisons lointaines, il faut que je continue. Ça, c'était les raisons lointaines, c'est-à-dire qu'ils ont vendu des démons congolais pour dire que les Congolais étaient les plus grands tribalistes du monde et qui ne pouvaient aller voter que les gens de chez eux. Et puisque, disons, le Nord est sous-peuplé, il fallait donc éviter, disons, la démocratie. Ce qui explique effectivement trois, disons, coups d'État, trois présidents originaires de la zone nord de notre pays qui sont venus principalement s'asseoir par un coup d'État fracassant qui a arrêté effectivement, disons, la vie des centaines de milliers de gens. Ça, c'est la raison historique pour montrer que c'est uniquement imbécile, c'est machiavélique, c'est cynique. Et donc, ça, c'est la raison lointaine pour laquelle, effectivement, disons, nous vivons ces déboires-là dans l'histoire de notre pays. Mais j'ai parlé, disons, d'une raison beaucoup plus proche. J'ai l'impression que les Congolais ont oublié, mon cher Christian. Je renvoie aux gens, disons, un article du Monde. C'est uniquement pour ceux qui ne sont pas congolais, qui a publié, je pense, le 24 mars 2016, disons, après l'élection, entre guillemets, de Sassou Nguesso, cet article intitulé « La victoire anachronique de Sassou Nguesso » en 2016. Et rappelons une chose pour les Congolais maintenant. Le secrétaire général du PCT, M. Ngolo, dira à ce moment-là que oui, Sassou Nguesso a été battu dans toutes les régions du Sud. Voilà, c'est-à-dire oui. Donc il avait perdu, disons dans le Kouilu, il avait perdu dans la Bouenzi, il avait perdu dans l'Unyari, il avait perdu dans le Pôle. Il avait même perdu dans Brazzaville. Même à Brazzaville, il avait perdu. Même à Brazzaville. Il a été battu à Pointe-Noire. Il a été battu dans certaines localités du Pôle, du Niari, de la Lekomo, de la Bouenza. Et comme il a été battu dans certaines circonscriptions de Brazzaville, là où il est battu, le résultat est objectif. Là où il a battu les autres, eh bien c'est de la manipulation. Et malheureusement, au niveau des médias internationaux, le penchant est celui-là. Alors que tous les Congolais, toutes les statistiques, objectivement, et c'est par la nature aussi, c'est-à-dire les zones les plus facilement vivables, je dis bien les plus facilement vivables. Rappelons que même le colonisateur, pour des raisons économiques, avait choisi de commencer effectivement son investissement dans le Sud, pour dire que le colonisateur n'a aucun intérêt à privilégier le Sud ou le Nord. Mais c'est à la suite d'une analyse objective qui s'était rendu compte qu'il dépenserait moins en commençant par une zone qui est plus facilement, je veux dire, fructueuse du point de vue de l'investissement. Donc, c'est un phénomène, c'est pour ça que j'ai parlé effectivement des statistiques démocratiques contre nature. Donc, voilà. Et donc, cette déclaration du secrétaire général du PCT préfigurait ce que nous allons vivre là. Comment pouvait-on expliquer tout? Excusez de répéter le même mot, mais c'est une imbécilité. Et bien, donc, maintenant que, disons, le Joker est dans la dernière ligne droite, maintenant, qu'ils se rendent compte qu'il sera de plus en plus difficile de tricher, ils se disent, bon, passons à la dernière phase. La dernière phase, c'est laquelle? C'est celle, effectivement, de créer, disons, des statistiques fabriquées pour pouvoir justifier le discours de monsieur, disons, du secrétaire général, voilà, de 2016. Ah non, de Pierre Ngolo, vous avez dit. Monsieur Ngolo, voilà. Donc, de tête, parce que tout le monde, disons, avait ri pour dire, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de cet individu? Parce que tout le monde savait que c'est ridicule. Et puisque ces gens-là, vous connaissez l'adage politique ici du PCT, le ridicule ne tue pas, ils se sont dit, à la prochaine, ça risque d'être de plus en plus embêtant. Donc, créant des statistiques démocratiques
des statistiques démographiques, disons, falsifiées, fabriquées, pour couper court, disons, à cette polémique. Donc, quand je parlais des raisons plus ou moins proches ou relativement proches, c'est celle-là. C'est pour que dans l'avenir, ils puissent dire qu'il n'y a plus de débat puisque le Sud et le Nord, sur la base effectivement de l'équation bête, de l'équation, disons, qu'ils ont vendue au Congo, en disant que c'est un problème, disons, démographique qui faisait que, effectivement, il y a une partie de la population qui refusait la démocratie. Voilà donc la deuxième raison qui explique effectivement ces résultats fallacieux que personne ne peut croire. Je veux bien répondre, disons, à l'argument avancé par notre compatriote qui est un grand statisticien, disons, M. Mirassa, qui a dit c'est des préliminaires, et il faut attendre. Moi, je veux bien m'attendre. Chaque fois ce que fait le PCT, à chaque élection, ils donnent d'abord les résultats et ils prennent le temps maintenant pour tenter de voir comment tenter, disons, voilà, pour observer ce que ça donne dans la masse et puis ce que ça donne dans la masse, mais également de faire une construction. Ils sont comme ça. Pour eux, c'est-à-dire que j'ai déjà rappelé cette phrase 100 fois, disons, de M. Moudoudou, qui est le juriste de M. Sassou Nguesso, qui dit que les autorités congolaises brillent par l'organisation des élections truquées dont les résultats sont connus d'avance. Quand ils font quelque chose, eh bien, ils ont déjà les résultats, ils affichent les résultats et ils prennent leur temps, 1 semaine, 2 semaines pour voir comment rendre un peu ça cohérent. Donc, je dis à notre cher, disons, M. Mirassa, que les chiffres ne changeront pas puisque ça répond à un mobile purement politicien. Ça répond à un mobile machiavélique. Ils resteront le même, mais ils vont faire la construction un peu plus tard. Et donc, de ce point de vue, mon cher Christian, quand je dis que ça relève des démons, je pose la question suivante. Mais dans tous les pays du monde, quel est l'objectif, disons, des statistiques démographiques? Mais les statistiques démographiques, ce n'est pas pour les élections. Les statistiques démographiques, c'est pour des politiques publiques. Voilà l'objet premier, disons, des statistiques démographiques. Quelle que soit la politique qu'on va mener pour dire au plan économique, mais vraiment tous les aspects de la vie sociale nationale. Mais on recourt aux statistiques. Mais si le pouvoir de M. Sassou Nguesso se met à donner des fausses statistiques démographiques, de la même façon qu'ils avaient donné des faux chiffres pour la dette du Congo, de la même façon que la plus haute juridiction congolaise s'est illustrée, s'est caractérisée par des décisions anticonstitutionnelles, grossièrement anticonstitutionnelles. Mais Christian, ça demande... Malgré les observations de Jean-Louis Debré, bien entendu, voilà. Il faut le rappeler. Ça démontre que toutes les politiques publiques organisées par M. Sassou Nguesso sont appelées à échouer, puisque si les chiffres sont faux, vous ne pouvez pas faire, disons, une politique publique rationnelle, une politique publique, je veux dire, objective. Donc voilà comment, depuis 40 ans, ce monsieur, disons, échoue surtout. Puisque, je veux dire, chez lui, la tricherie est pathologique. Ça veut dire que toutes les politiques publiques ne peuvent pas réussir, puisque tout est fondé sur le faux. Voilà. Donc, sur cette base, je dis que l'objectif, disons, des statistiques est purement démoniaque. L'objectif, disons... Probablement que ces statistiques auront également un impact négatif sur l'économie congolaise, bien entendu, puisque tout est faux désormais. L'objectif des statistiques démographiques, je rappelle, ce n'est pas l'élection dans tous les pays du monde. L'objectif des statistiques démographiques, c'est de permettre, disons, d'établir les politiques publiques sur une base rationnelle. Si vous faussez déjà les chiffres, donc toutes les politiques, vous mettrez... Ou peut-être qu'ils veulent aussi jouer sur la conscience des Congolais, passer un message pour dire, désormais, si je gagne une élection, ne cherchez même pas midi 14h, mais c'est parce que j'ai désormais un monde qui peut voter pour moi. Non, mais... Alors qu'on n'a même pas besoin de ça, il a déjà assez triché. Et il continue à le faire. Est-ce qu'il avait besoin de passer encore par là? Mais c'est pour ça que je dis que c'est imbécile, mon cher Christian. Parce que sur la base de leur théorie, il faut bien expliquer pourquoi lui, qui n'est pas issu, disons, d'une ethnie, je veux dire, démographiquement importante, gagne au premier tour depuis 10 ans qu'il est revenu au pouvoir. Donc, comment ils vont expliquer cela? Avec des scores soviétiques, allais-je dire. Donc je veux dire par là que chez lui, rien ne tient debout, rien n'est rationnel. Tout est fondé sur le faux. Il ne peut pas continuer à entretenir cette théorie et en même temps
justifier que ben, chaque fois, depuis 2002, 2009, 2016, 2021, eh ben, il est élu au premier tour. Alors, comment ils vont expliquer cela? C'est ça qu'on appelle l'anachronie. C'est ça qu'on appelle l'irrationalité. C'est ça qu'on appelle être habité par les démons. C'est ça qu'on appelle le machiavélisme. Sassou Nguesso, c'est un problème dans ce pays. Ah oui, il faut le dire, Christian. Ça ne tient pas Sassou debout. Nguesso est un problème pour le Congo, vous avez dit. Nous allons passer à un autre volet de notre émission, cette fois-ci. C'est le discours du Premier ministre actuel du Congo, Anatole Koliné Makosso, lors de la présentation des vœux de Nouvel An à Denis Sassou Nguesso. Anatole Koliné Makosso, tous les Congolais l'ont entendu, qui déclarait le despote Sassou Nguesso homme providentiel et souhaite d'ailleurs qu'il demeure à vie au pouvoir. Je vous propose de suivre cet extrait de son discours et on revient sur le plateau pour que vous nous disiez ce que vous en pensez. Suivez. Continuez d'endosser la veste d'homme providentiel pour le Congo. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous espérons vous voir continuer aussi longtemps que l'Éternel vous garantira santé et longévité de conduire notre nation. Alors, professeur Félix Bankoundampele, un homme providentiel, pouvait-on imaginer ce genre de déclaration en plein 21e siècle au Congo-Brazzaville? Et après, je me dis, ben, on pourrait aborder le deuxième aspect de ce discours, notamment le pouvoir à vie. Un homme providentiel, déclaré par un Premier ministre, de surcroît juriste. Rappelons que celui qui le dit, c'est celui qui prétend que les armées les plus dangereuses dans notre sous-région d'Afrique centrale, c'est-à-dire donc l'armée angolaise, l'armée tchadienne et les mercenaires qui étaient venus au Congo pour installer M. Sassou Nguesso, étaient venus uniquement pour distribuer des chocolats et des pains aux Congolais et des bouts de pain aux Congolais, puisque c'est celui qui soutient dans un ouvrage que les Congolais connaissent pour parler effectivement d'un génocide imaginaire. M. Makosso soutient que les armées étrangères, aussi bien celles de l'Angola et celles du Tchad, qui avaient plus de 25 ans de guerre civile sauvage chez eux, n'étaient pas venues pour tuer les Congolais, mais qu'elles étaient venues pour aider les Congolais, disant, leur distribuer à manger. Voilà le cynisme de ce monsieur. Donc, je veux dire par là que, avec ce qu'il vient de dire, très sincèrement, mon cher Christian, M. Makosso, Premier ministre du régime despotique, devrait ou devra demain être poursuivi pour abus de faiblesse quant à personne de M. Sassou Nguesso, pour abus de fragilité. Outre, disons, les pathologies qu'il porte depuis longtemps, c'est-à-dire la paresse, dont soulignait M. Mokoko, qui a été son chef d'état-major, mais que connaissent tous ceux qui travaillent avec M. Sassou Nguesso. Outre son incapacité, son inaptitude macroscopique à diriger un État, tout le monde aujourd'hui sait que M. Sassou Nguesso ne contrôle plus rien. Ou peut-être parce qu'il adore aussi ce genre de flatterie, pourquoi pas? Donc, je l'illustre, Christian. Dans les 6 derniers mois, qu'est-ce qu'on a vécu? Il y a eu l'épidémie, disons, de la chigellose. On a vu M. Sassou Nguesso, ouf. Et je rappelle que c'est M. Makosso qui, après 2 ou 3 semaines, est arrivé à Dolosie pour dire que officiellement à l'hôpital, il y a 23 morts, sans compter ceux qui sont morts chez eux, sans être passés par l'hôpital. C'est M. Makosso qui le dit. On n'a pas vu M. Sassou Nguesso. Oui. Donc, il y a eu la tragédie du stade Ornano. C'est encore Anatole Koliné Makosso, oui, qui est monté au créneau. Celui qui est monté au créneau, Sassou Nguesso, comme pour la première tragédie, je viens de dire, c'est-à-dire donc la période de l'épidémie, Sassou Nguesso était allé en voyage. Et oui. C'est quand il vient qu'on lui rappelle, comme on rappelle aujourd'hui à Alain Delon, qui est à 10 ans, un âge avancé, que non, il faut au moins les recevoir. Et c'est à ce moment-là que Sassou Nguesso se dit qu'il va recevoir les familles des victimes du stade d'Ornano. Rappelons que... Entendu. Après que Anatole Koliné Makosso est venu incriminer la jeunesse d'ailleurs. On se souvient encore. Que depuis quelques mois, les Congolais vivent les inondations de façon dramatique. Vous avez des images, disons, de cette famille, disons, qui est à la prière des pieds dans l'eau.
Mais enfin, je veux dire, les images sont tellement foisonnantes, disons, les vidéos sont foisonnantes qu'on n'a plus besoin de rappeler cela, les Congolais savent ce qui se passe. Et M. Makosso vient nous dire que grâce à lui, grâce à Sassou Nguesso, et que Dieu lui prête vie pour qu'il reste le plus longtemps au pouvoir. Ça s'appelle un abus de faiblesse. Parce que justement, quand M. Sassou Nguesso ne peut pas monter au chronique, qui devient le chef? C'est M. Makosso. Donc, M. Makosso s'enrichit. M. Makosso est caractéristique effectivement de cette élite dont je ne cesse de rappeler qu'elle vit sur le sang, sur la chair, disons, de nos compatriotes. M. Makosso vit sur la chair et sur le sang de nos compatriotes pour dire qu'il faut que son Dieu, disons, pérennise, disons, Sassou pour qu'il puisse longtemps diriger le Congo. Autrement dit, pour que lui, M. Makosso, reste le plus longtemps au pouvoir, puisque M. Sassou Nguesso, c'est visible, Sassou, pas d'équivoque, n'a plus les rênes de l'État. Voilà justement comment il faut... Une forme d'escroquerie politique, alors. Voilà, pour ses intérêts personnels. Donc, Christian, nous sommes là devant un individu qui dit est juriste. Mais il me semble que le Congo est un État laïque. M. Makosso, qui est juriste, oublie que le côté laïque de l'État est mentionné justement dans le dispositif constitutionnel. Et lui, il va chercher Dieu. Dieu comme soutien pour effectivement maintenir Sassou Nguesso au pouvoir, pour qu'il puisse continuer, disons, à s'empiffrer du sang de nos compatriotes, tous les deux. Et disons, les gens sans foi ni loi qui les suivent. Voilà ce que j'appelle, moi, disons, le cynisme de cet individu. Monsieur Makosso rendra des comptes un jour pour abus de faiblesse, pour abus, disons, sur nos propres compatriotes, en faisant effectivement la prière pour que M. Sassou Nguesso reste plus longtemps. Mais enfin, l'histoire nous en a déjà démontré. Il aura, disons, des comptes à rendre. Aujourd'hui, tout le monde sait que M. Sassou Nguesso n'a plus aucune capacité à gouverner un État. Voilà. Au-delà de son inaptitude, je vais dire... Pourtant, dans le même temps, il parle déjà de 2026 et qu'il travaillerait pour cela. Il l'a déclaré lors d'une interview accordée à une chaîne étrangère. Bien entendu. Voilà, c'est du cynisme, c'est comme ça qu'on l'appelle. Rappelons que c'est le même qui avait accompagné le fils du despote lors de sa présence, lors de la présentation de son ouvrage Bidon, ce que je crois, et que celui-ci disait, quand on lui pose la question, le fils du despote, quand on lui pose la question, disons, sur les pillages qui depuis se sont multipliés encore, le fils du despote dira que non, il faut arrêter la jalousie. Ça veut dire que dans la tête de cette famille, piller l'État, c'est un exploit qu'on leur envie. Et d'ailleurs, pour évidemment l'intérêt de nos téléspectateurs, il déclarait, c'est bien Denis Christel Sassou Nguesso qui disait pas besoin d'arrêter les voleurs, ceux qui volent, qui pillent les finances de l'État ou l'économie de l'État, pas besoin de les arrêter. Les arrêter, c'est une forme de jalousie et de haine. Il ne faut pas qu'on ait cet esprit, qui est très congolais d'ailleurs, je tiens à le noter, de nous dire à chaque fois, ah oui, un tel doit aller en prison. Ah oui, celui-là il a volé, il faut que le président change de gouvernement, celui-là doit sortir du gouvernement. L'esprit de jalousie, tout ça ne fera pas avancer le Congo. Donc monsieur, je suis tout de même au regret de vous dire que le Congo que je veux demain ne passe pas nécessairement par le fait de mettre en prison ceux qui auraient détourné les fonds des générations futures et autres. Ça veut dire qu'ils considèrent effectivement piller l'État comme étant un exploit et que puisqu'ils commettent, disons, ils persévèrent effectivement en cela, qu'ils considèrent que c'est une vertu que de piller l'État. C'est ce que ça signifie clairement. C'est sans équivoque, mon cher Christian. Et voilà pourquoi ils veulent demeurer éternellement au pouvoir pour continuer à piller, voilà, à mettre le Congo à sac. Les valeurs se sont multipliées dans notre pays. Parce que ceux qui sont à la tête de l'État depuis 40 ans, leur démontrent que si tu peux t'en sortir effectivement en pillant l'État, ben c'est un exploit. C'est comme ça qu'on devrait plus s'étonner, disons, de la situation socio-économique et politique de notre pays, où effectivement, je vais dire, le crime s'est banalisé. C'est ce que ça signifie, mon cher Christian. Voilà. Alors, mais lorsqu'il en appelle finalement à un pouvoir à vie, comment interpréter cela? Ça veut dire que même la constitution congolaise, désormais, est enterrée. La nouvelle, bien entendu, j'allais dire. Depuis longtemps, j'avais dit que le pouvoir de M. Sassou Nguesso ne s'exerce pas d'abord. Il n'est pas arrivé au pouvoir par le droit et par la démocratie. Il exerce et se maintient au pouvoir en dehors du droit et de la démocratie.
Et je vous ai dit au cours de notre première interview en avril 2021 que le Congo-Brazzaville est un empire qui ne dit pas son nom. Donc, je sais ce que je dis. Je ne suis pas un politicien, mon cher Christian. Moi, quand je dis des choses, c'est après avoir réfléchi. Et de temps en temps, vous vous rendez compte que ce que je dis finit effectivement par se confirmer. Voilà M. Makosso, qui, je rappelle, dit-on, est un juriste, qui vient nous sortir des bêtises comme ça pour dire qu'il reste plus longtemps. Et pour ceux qui seraient tentés de croire, parce qu'un jour, un de nos compatriotes m'avait posé la question de savoir, rappelons que la Constitution, donc de 2002, qui est la plus rétrograde de l'histoire de notre pays, avait limité le nombre de mandats à 2, à son article 57. Et que, disons, quand il a fait ces 2 mandats, qui, les premières dans notre histoire politique et constitutionnelle, étaient de 7 ans, c'est-à-dire donc 14 ans, après être resté 5 ans sous, disons, une transition hors la loi, eh bien, Sassou Nguesso, malgré le fait que les articles 86 et 185 interdisaient effectivement, disons, de modifier, disons, la limitation des mandats, va quand même, effectivement, disons, changer la Constitution avec la complicité, disons, de ces juristes qui, certains devenaient effectivement des théoriciens du coup d'État constitutionnel pour dire que non, il faut changer la Constitution. Ce sont les termes de M. Modoudou pour ceux qui s'en rappellent. Au cours, disons, de cette interview que M. Foucault a organisée le 14 mai, disons, 2014, je me rappelle bien, avec notre compatriote, M. Mirassa. Et M. Modoudou était en train d'expliquer que, ben oui, la limitation des mandats ne veut rien dire parce que c'est en train de prendre dans le pays. Voilà un juriste qui dit, disons, des sottises comme ça, professeur de droit, je vous en prie. Voilà. Hein, qui dit que non, la limitation des mandats ne veut rien dire puisque, ben, effectivement, chez nous fonctionne beaucoup plus sur l'instinct, sur la sorcellerie que sur le droit. Comment peut-on arriver à ce genre de sottises? Eh bien, Monsieur Sassou Nguesso, avec des gens comme ceux-là, c'est-à-dire les Makosso, les Modoudou et bon nombre d'autres, les Iloki, vont donc changer quand même cette constitution pour dire que non, ben, on change, mais on continue à limiter ces mandats. Maintenant, ce n'est plus une fois, mais renouvelable 2 fois. Mais mon cher Christian, si on a pu, sous la Constitution de 2002, changer ce qui était interdit, ce qui veut dire que dans la Constitution de Sassou, du 25 octobre ou 6 novembre 2015, on peut également changer. Ce qui veut dire que ce n'est plus un barrage. Je ne sais pas si vous comprenez cette logique. Si on a pu, je vais dire, disons, déverrouiller ce qui était verrouillé sous la Constitution de 2002, mais ce qui veut dire que ce qui est retenu sous la Constitution de 2015 peut également changer. Autrement dit, ce n'est plus du droit. Et je ne cesse de répéter, M. Sassou Nguesso est allergique au droit. M. Sassou Nguesso est allergique à la Constitution. M. Sassou Nguesso considère que la Constitution, c'est une perversion des intellectuels et qu'un individu comme lui n'a pas à se lier par le droit, à se faire lier par le droit. C'est ce qui explique que vraiment, c'est le dernier souci, ils s'en foutent. Vous permettez l'expression. Ils s'en foutent. Donc, de ce point de vue, je ne cesse de dire aux gens, arrêtez, disons, de lui opposer la Constitution, puisque lui considère qu'il n'est pas arrivé au pouvoir par la Constitution. Donc, pourquoi? Oui, mais évidemment, on peut dire que Anatole Coliné Makosso est dans les secrets du despote Denis Sassou Nguesso et que là, il venait d'annoncer finalement que le Congo est passé de la République à, finalement, on l'appelait déjà empereur, je me rappelle encore, c'est Alassane Ouattara qui l'appelait déjà empereur. Et là, on est en train finalement de confirmer que le Congo est devenu un empire. C'est de confirmer. Je viens de dire que la Constitution, sa Constitution, retient le caractère laïque de l'État. Eh bien, M. Makosso, juriste, vient de demander, disons, aux malfaiteurs qui sont avec eux qu'il faut maintenant, disons, prier. Mais dans un État laïque, disons, le pouvoir ne se fonde pas sur Dieu, mon cher Christian. Donc, ce qui est interdit, c'était quoi? On ne peut pas, disons, déverrouiller la limitation des mandats. Ça a été déverrouillé. Il y avait le côté laïque pour dire qu'on ne peut pas remettre, disons, le profil laïque, le caractère laïque de l'État. M. Makosso vient de démontrer que le côté laïque aussi ne compte pas. C'était également dit que la forme républicaine. M. Makosso nous dit que non, Sassou Nguesso, disons que le Congo n'est plus une république. Donc voilà quand je vous dis que non, sous ce régime, sous Sassou Nguesso, la Constitution n'a aucun intérêt, n'a aucun sens. M. Makosso le confirme. Donc ça fait 2 ans, au cours de notre première interview, j'avais dit que le Congo-Brazzaville, c'est un empire qui ne dit pas son nom. M. Makosso vient de confirmer. Merci, professeur. Nous allons passer probablement au dernier volet de notre émission. Ce sont là des divers qu'on va aborder.
notamment la grâce présidentielle. Vous avez probablement suivi les ONG congolaises qui ont donné une conférence de presse à Brazzaville demandant la grâce présidentielle pour demander la libération, j'allais dire, des prisonniers politiques en général, mais bien particulièrement le général Jean-Marie Michel Mokoko et le député André Okombi Salissa. Qu'en pensez-vous donc de la grâce présidentielle après 8 ans déjà de détention arbitraire, il faut le dire? Les experts de l'ONU ont parlé d'une détention illégale, donc ils ont déclaré que ce sont des prisonniers politiques. Ensuite, nous avons aussi suivi l'ancien ministre de l'Europe, c'est comme ça qu'on l'appelait, hein, des Affaires étrangères, le français Yves Le Drian, qui disait que, bon, voilà, Emmanuel Macron attendait les actes de la part de Denis Sassou Nguesso, comme pour dire il faut libérer les prisonniers politiques. Alors, cette fois-ci, on a des ONG qui ont estimé qu'il faut demander une grâce présidentielle pour libérer les prisonniers politiques. Et qu'est-ce que cela peut impliquer? Plusieurs interprétations, mais je rappelle, Christian, pour ceux qui nous écoutent, que au lendemain de la décision de justice contre M. Mokoko, contre le général Mokoko, j'avais publié une réflexion sur les sites congolais, sur Mediapart, qui était intitulée « L'épisode Mokoko, une bien ordinaire et prévisible sasoulerie politico-judiciaire ». C'était exactement intitulé comme tel. Et je démontrais ce que c'est que l'histoire des prisonniers politiques chez nous. Pour dire que, en fait, Sassou Nguesso retenait M. Mokoko mettait M. Mokoko en prison pour des raisons politiques. Ne fût-ce que parce que l'objet qui lui était reproché est d'autres politiques. Mais en plus parce que, ayant inversé les résultats, je vous l'ai dit, tous les résultats électoraux au Congo sont des résultats fabriqués, sont des résultats anachroniques. Et M. Mokoko se disait qu'il fallait sanctionner M. Mokoko. Et qu'est-ce qui se passe? Lui, contrairement à ce que l'on pensait, contrairement à ce que l'on peut penser, c'est mieux que quiconque il est illégitime, qui n'a jamais été élu. Et qu'il a besoin régulièrement de ce genre d'appel pour se conforter, pour faire comprendre aux naïfs et aux étrangers qui ne suivent pas la vie régulière du Congo, la vie politique, disons, congolais de façon régulière, que le vrai chef, c'est lui. Dans cette réflexion que je viens de vous citer, je disais que, et demain, monsieur, je le disais exactement comme tel, demain, monsieur Sassou Nguesso se présentera comme étant le Mahatma du Congo, c'est-à-dire Gandhi. Si, bien entendu, monsieur Mokoko ne termine pas comme monsieur Ntsuru. Je recommande donc aux compatriotes, disons, de relire ce papier où je dis tout puisque je ne peux pas tout résumer. Donc, première interprétation, c'est laquelle? De la même façon que monsieur Sassou Nguesso, qui vit principalement des formes, c'est-à-dire donc des symboles, et qui ne loupe jamais aucun rendez-vous international pour montrer que je suis le président, parce que au fond lui-même sait qu'il n'a jamais été élu, donc il a besoin de cela. Ça lui fait également plaisir que chaque fois qu'il y ait des interpellations comme ça, qu'on le prie pour dire, écoutez, accordez la grâce. Donc ça lui permet également de faire comprendre symboliquement que, vous me demandez quand même d'accorder la grâce, donc vous reconnaissez que le vrai chef, c'est moi. C'est aussi petit. Mais c'est aussi une posture de faiblesse, ça, quelqu'un qui veut toujours qu'on vienne vers lui. Voilà. C'est aussi petit que cela, c'est aussi vicieux que cela, c'est aussi imbécile que ça. Monsieur Sassou Nguesso, qui au fond de lui-même sait qu'il n'a pas le statut, qu'il n'a pas la stature, qu'il n'a pas la capacité d'un homme d'État, a besoin de ce genre d'appel pour symboliquement dire que, à partir de l'appel à la grâce que vous demandez, vous reconnaissez que le chef d'État, c'est moi. Pour quelqu'un, disons, d'équilibré, pour quelqu'un, je veux dire, disons, qui est bien constitué, il trouvera que c'est petit, mais lui, il est petit, qu'il a besoin de ça, effectivement, pour se conforter que le vrai chef, c'est moi. Voilà donc la première interprétation. Deuxième interprétation, malgré le fait qu'il a besoin de cela pour symboliquement, disons, se conforter, pour effectivement assouvir sa faiblesse, il est quand même embêté. Parce que il a une petite expérience qui lui permet de comprendre que
il suffit parfois d'un rien pour qu'un peuple se soulève. Et que Mokoko peut devenir le symbole d'un réveil des Congolais, ce qui entraînerait effectivement son renversement. Voilà ce qui fait peur à M. Sassou Nguesso. Il peut prendre M. Mokoko, le mettre, disons, dans son village, comme il le faisait dans les années 70 et 80 des autres hommes politiques, c'est-à-dire en les bannissant de la capitale. Mais Mokoko, dehors, symboliquement, c'est un élément de galvanisation des Congolais. Voilà ce qui bloque M. Sassou Nguesso. Voilà donc la deuxième interprétation que je peux donner de cela, et puis le reste, nous n'allons pas dans des considérations juridiques, parce que ça ne veut rien dire. Oui, mais quelles sont donc les implications derrière demander une grâce présidentielle, encore que cela soit accordé, mais qu'est-ce que cela pourrait entraîner dans le cadre, par exemple, de la vie politique du général Jean-Marie Michel Mokoko et donc de Kombi Salissa, bien sûr. C'est-à-dire que l'histoire politique... des restrictions au niveau de la vie politique, leur dire, par exemple... ne vous manifestez plus, ne faites plus la politique, par exemple. Et puis, mais pourquoi une grâce présidentielle, en fait? Parce que c'est quand même des prisonniers politiques. Pour ceux qui demandent ou bien pour Sassou Nguesso? Pour ceux qui demandent, d'abord. Ah oui, mais ceux qui demandent, c'est ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire que la vie politique congolaise, comme ailleurs, démontre qu'il y a des symboles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, du point de vue de la psychologie congolaise, tout est en quelque sorte, disons, c'est dans le même papier que je disais que pour les Congolais, ils attendent maintenant quelqu'un qui peut constituer effectivement un modèle du sauveur. Les Congolais peuvent se rendre compte que quand il a fallu, je veux dire, disons, tirer dans le nord, M. Sassou Nguesso n'a pas hésité à le faire. Quand il a fallu effectivement, disons, renverser le régime élu, Sassou Nguesso a fait appel aux militaires, disons, étrangères, les armées les plus sauvages, disons, de l'Afrique. Et aux mercenaires, oui. C'était effectivement une zone qui pouvait faire obstacle à cela. Et donc, pendant 3-4 ans, l'armée, disons, angolaise, l'armée tchadienne et les mercenaires sont restés planqués, disons, dans le sud du pays. Entre décembre 98 et décembre 99, il y a eu au Congo-Brazzaville plus de massacres, plus de morts, plus de viols systématiques, plusieurs dizaines de milliers, qu'il n'y en a eu au Kosovo, en Tchétchénie et à Timor-Est réunis dans la même période. Regardez la manière dont on a couvert ces trois événements et la manière dont on a couvert le Congo-Brazzaville, rien du tout. Je ne dirais plus personne qui ose lever le petit doigt au Congo-Brazzaville, et on pratique ce qu'on appelle le dialogue sans exclusion. Et tout cela devrait être couronné par des élections truquées qui permettraient d'installer pour encore un certain nombre d'années M. Sassou Nguesso à la tête du Congo-Brazzaville pour le plus grand profit de la France-Afrique. Ce qui est quand même tout à fait stupéfiant et que je n'ai jamais vu dans aucun autre pays, c'est à quel degré l'ensemble de l'éventail politique, y compris la gauche modérée, y compris une partie du Parti communiste, y compris l'extrême droite bien entendu, soutient intégralement M. Sassou Nguesso. On a vraiment l'impression que c'est le personnage clé qui défend le sort du rôle de la France en Afrique. Jusque à une série de massacres continus pratiquement tous les ans, et des massacres épouvantables, notamment en 1997-98, il y avait eu une série de crimes contre l'humanité, un nettoyage ethnique en particulier, pourrait-on dire. Hier soir, je faisais une conférence, il y en a un qui m'a donné l'explication. Il m'a dit, nous vivons dans des pays où ces chefs d'État se vivent, se pensent, se croient en permanence au-dessus des lois. Et en fait, ce jugement les ramène comme sujet de loi. Et ça, symboliquement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et de telle sorte que quand effectivement son journaliste a tout fait, M. Soudan descend pour lui rappeler que voilà ce qui est en train de se dire à l'extérieur, M. Sassou Nguesso sort cette phrase lourde d'implication. M. Sassou Nguesso dit dans son numéro de Jeune Afrique, numéro double, 1980-1981, du 22 décembre 1998 au 4 janvier 1989, page 21, je vous en prie, Sassou Nguesso dira « Je n'ai pas hésité à tirer au Wando, même si c'est un peu chez moi, c'est sa phrase, je rappelle. Je n'ai pas hésité à faire tirer au Wando, même si c'est un peu chez moi. Ce n'est peut-être pas de la même ampleur, mais c'est vrai. » Et ça rappelle effectivement ce qui s'est passé dans ce qu'on a appelé le maquis, disons du Congo. Je ne fais pas de cours à mes jeunes officiers, j'aurai l'occasion, certainement, de discuter avec eux en commission sur ce qui s'est passé à Ouando. Mais je dis
Je dis simplement qu'on a tiré sur la population de Ouando. Je dis, encore une fois, qu'on a tiré sur la population. Et le lendemain, quand il a s'agi de rechercher les armes, on a cassé les maisons, on a tout cassé à l'intérieur, on a pillé. Ça aussi, ça s'est passé. Il s'agit de dire franchement ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est que, sous prétexte d'arrêter quelqu'un, on a tiré sur une population. La chose n'a pas daté d'aujourd'hui. Elle date de très longtemps. Elle date depuis les vivants du président Marien Ngouabi. Que Sassou a commencé à nourrir une haine atroce vis-à-vis de la tribu. Voilà la nature réelle d'un pouvoir. Donc c'est un message, c'est un appel que je fais aux Congolais pour dire ne vous laissez pas enfermer par ces machiavéliques. Les fameux 14 000 milliards, c'est pas, disons, je vais dire, disons, dans sa région que ça a distribué, mais ça est ailleurs. Donc, il va faire une petite distribution pour faire croire, disons, aux Congolais, pour faire croire aux naïfs que c'est une affaire de tribalisme parce que M. Sassou Nguesso a besoin de faire croire aux Congolais que le pouvoir est tribal. Il a besoin de faire croire que la politique, c'est d'abord et avant la tribu. Mais là, nous sommes dans l'équation périphérique parce qu'il y a deux niveaux. Il y a l'équation centrale qui est celle du pouvoir et qui est universelle, c'est-à-dire qui fait que le pouvoir profite à M. Sassou Nguesso et, disons, les malfrats qui l'accompagnent. Et puis, il y a un deuxième niveau qui est le niveau tribal. Donc, ça, c'est dans l'équation périphérique dans laquelle il enferme nos compatriotes qui croient et qui ne se rendent pas compte que M. Sassou Nguesso abuse d'eux. Voilà ce que je voulais dire. Et donc, rappeler aux compatriotes pour dire que non, la balle est dans le camp des Congolais. M. Sassou Nguesso ne veut rien dire sans les Congolais. Et donc, le jour où ils apprendront effectivement à se rendre compte que le pouvoir, c'est le pouvoir, c'est une affaire de M. Sassou Nguesso, que ce n'est pas une affaire de tribu, ce n'est pas une affaire de région, c'est une affaire de département. À ce moment-là, effectivement, M. Sassou Nguesso tombera comme une feuille morte. J'en ai terminé, mon cher Christian. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci, professeur Félix Bakunda Pelé, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur, juriste politologue, consultant et constitutionnaliste. En tout cas, merci d'avoir été disponible pour cette interview. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker en cliquant sur le petit pouce en l'air, juste en bas de cette vidéo, après avoir partagé massivement cette émission pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Nous souhaiterions également vous lire en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.